2 pour la région de Koulikoro. Après 2024, la cité du Méguétan remporte l'édition 2025 de la Super Coupe Générale Assimi Goïta en battant la région de Mopti à la séance de tir au but 5-3. 3 semaines de jeu, d'apprentissage, de cohésion sociale. La finale s'est déroulée en présence du Premier ministre et plusieurs autres personnalités. Une mobilisation des grands jours que nous vous ferons revivre dès le début de cette édition. Lutte contre le terrorisme, les femmes ont mené des opérations aéroterrestres avec succès dans plusieurs localités du pays. Tessit, Kaye, Nyoro, plusieurs terroristes ont été neutralisés, des matériels saisis et des otages ont été libérés. Le film de cette opération menée de main de maître avec Abdoulaye Sako et Moussa Diakité. Dans la série de présentation des acquis de la transition, ce soir nous nous intéressons à un secteur qui assoit la balance commerciale. Il s'agit des secteurs de l'élevage et de la pêche. En 5 années, beaucoup de réformes ont été entreprises, notamment dans le domaine de la recherche aquacole et halieutique et le renforcement de la coopération entre le Mali et certains pays voisins. Le dossier culture nous amène à Sikasso pour découvrir un pan de l'histoire du royaume Sénoufo de Kénédougou. Nous sommes au 19e siècle sous le règne de Massa Daoula Traoré. Nous allons découvrir ensemble l'héritage qu'il a légué à la région de Sikasso, des objets précieux et des sites pleins de mystères, nous dira Sekou Konaté. Voilà, les titres de votre journal de 20h vous serviraient un réel plaisir. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec du sport et je reçois Siragatou Sissé pour l'animer. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Awadit Makamara. Voilà, le suspense a été jusqu'au bout. L'équipe de la région de Koulikoro retourne avec la coupe à la maison. Il remporte la 5e édition de la Super Coupe Générale Assimi Goïta après un match âprement disputé. Oui, les Koulikorois ont eu raison des Mopticiens au tir au but 5-3. Au terme du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Boubacar Diko de Mopti s'est signalé à la 34e minute avant que Moussa Mariko n'égalise à la 74e minute en faveur de Koulikoro. Cette finale de la Super Coupe de football général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, a vibré du 15 août au 7 septembre. Les 19 régions administratives plus les équipes de Bamako, de la présidence, du gouvernement et du CNT ont participé à cette 5e édition. La médaille d'or à Koulikoro, la médaille d'argent à Mopti et la médaille de bronze à Bougouni. Teoudeni a eu le prix du fair play et l'événement était présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Oui, vous venez de le dire, Siragatou, la finale a été jouée en présence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a salué l'esprit de cette compétition qui réunit la jeunesse malienne autour d'un seul idéal, la paix et le vivre ensemble. Oui, le général de division Abdoulaye Maïga, fier et honoré, se réjouit du fair play dans cette finale et tout au long du tournoi. La Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta a été un brassage confraternel entre les fils du Mali. On écoute le Premier ministre au nom du président de la transition au micro de Mamari Kone et Aliou Touré du bureau de presse de la primature. Tout d'abord, je voudrais au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, souhaiter la bienvenue à l'ensemble des équipes qui doivent prendre part à la 5e édition de la Super Coupe dédiée au chef de l'État. C'est l'occasion de le rappeler. Le chef de l'État, à juste titre, considère la jeunesse malienne comme étant le socle de la refondation de notre pays, donc l'édification du Mali courant. Et c'est la raison pour laquelle il n'a ménagé aucun effort pour promouvoir le sport dans notre pays. L'organisation de la 5e édition de la Super Coupe dédiée au chef de l'État aujourd'hui arrive en maturité. C'est l'occasion de féliciter chaleureusement la Commission nationale d'organisation et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ceci s'explique en tout cas par la participation pour la première fois de 19 équipes
provenant des 19 régions administratives de notre pays, en plus du district de Bamako. Contrairement aux autres éditions auxquelles participaient uniquement les 8 régions de notre pays, plus le district de Bamako. Mais cette fois-ci, comme je l'ai dit, c'est les 19 régions administratives de notre pays, plus le district de Bamako, plus la présidence de la République, plus le gouvernement, plus le Conseil national de transition qui participent à cette 5e édition de la Super Coupe de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. C'est également l'occasion de rappeler les objectifs qui sont recherchés. Et je le dis, c'est de promouvoir la pratique du sport, également de renforcer la cohésion et l'unité nationale. Mais je voudrais quand même ici insister sur une préoccupation, donc un message fort, un message auquel le chef de l'État tient particulièrement, c'est de promouvoir l'esprit de fair play. C'est un sport, c'est un moment de fête, donc il est important que la Super Coupe reste dans cette proportion et dans cette dimension. Donc je voudrais vraiment inviter tous les joueurs vraiment à cultiver et à promouvoir cet esprit de fair play. Ensuite, je voudrais également, par anticipation, en tout cas, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent témoigne en suffisance le professionnalisme de la Commission nationale d'organisation et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc je voudrais vraiment les encourager. Aujourd'hui, c'est le lancement et on prie le bon Dieu que cette 5e édition de la Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta se passe dans de très bonnes conditions, que ce soit vraiment un moment de fête, que ce soit un moment de cohésion, un moment de retrouvailles pour les fils et les filles de notre pays. Je voudrais également saluer l'implication des forces de défense et de sécurité qui ont pris des mesures fortes afin que cette 5e édition se déroule, comme je l'ai dit, dans de bonnes conditions. Encore une fois, je réitère ce vœu que la 5e édition soit un moment de fête, un moment de joie, un moment de retrouvailles pour notre pays. Et oui, la Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta est une compétition qui mobilise l'ensemble des couches sociales de la capitale et même de l'intérieur. La mobilisation était grandiose et le dispositif sécuritaire était renforcé également. Une cérémonie aussi riche en culture, en couleurs, j'allais dire, Siragatou. Ah oui, du match d'ouverture à cette finale, tous les matchs étaient suivis au stade Mamadou Konaté et au stade Wenzem Coulibaly par des supporters enthousiastes. Pour cette finale, la mobilisation était exceptionnelle avec un cérémonial à hauteur de souhait. Et retour sur cette grande fête avec Famouri Djourté. Ce dimanche 7 septembre 2025, un seul endroit attirait les amoureux du ballon rond, le stade Mamadou Konaté, à l'occasion de la finale de la 5e édition de la Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta qui va opposer Koulikoro et Mopti. Un événement à la hauteur des attentes avec un public venu en masse, des supporters survoltés et une organisation millimétrée. Dès les premières heures de l'après-midi, les tribunes se sont remplies à une vitesse fulgurante. Le stade affichait complet bien avant le coup d'envoi, dans une atmosphère électrique où chants, danse et tambours se mêlent aux cris d'encouragement. L'optimisme règne des deux côtés. Les supporters de Koulikoro se montrent confiants. De leur côté, les supporters de Mopti ne sont pas venus faire de la figuration. En sonne dans un jour sonne dans Nico Bolontana, Nico supporter, Nico Bolontana. Donc ami jamana fo, on nana ni kubu yenina. Wa ami seginai, sanwera amina, am klaga seginai. Mopti, Bolontana kirera Mopti. Awula Mopti de wa, uga seginai fere kaboko ndorantere. Nia, Sapional. Abena malay. Inshallah. Coupe du monde, Mopti de bata. Inshallah, inshallah. Mopti, Mopti Basu. Andale manga jerula wanyeta la jambe Koulikoro sotrama tanduru de bora Koulikoro ni karfla katika sotrama muga ni jeru mata amina mulefo were yego ifoko bangwa ndata motigola ndame tesonuna parce que Mopti nyame Mopti bon temps Mopti donite demsenu nun tala mu senoro nera wula kanu supporter parce que vraiment demsenu ndeundo ndokonundo abe Mali de c'est le Mali qui gagne bien donc alaka en ben kele madron que le meilleur gagne. Outre les fans, un impressionnant dispositif sécuritaire est déployé. De l'extérieur à l'intérieur du stade, aucun détail n'a été négligé. Les forces de l'ordre étaient visibles à tous les coins, assurant une sécurité optimale pour le bon déroulement de cette grande fête du football malien.
Côté protocole, le plateau des officiels était particulièrement garni. La présence du Premier ministre, arrivé à 15h25, a marqué un moment fort, salué par une ovation nourrie du public. Dans une mise en scène inédite et spectaculaire, le ballon de la finale est venu du ciel. Oui, des commandos parachutistes ont atterri en plein centre du terrain, portant le ballon du match sous les acclamations des milliers de spectateurs. Un moment fort en émotion qui a véritablement donné le ton de la soirée. Après la salutation des deux équipes par le chef du gouvernement, le coup d'envoi symbolique a été donné. Le match pouvait enfin commencer dans une ambiance de feu. Comme à son habitude, lors des grands rendez-vous sportifs, l'ORTM a déployé ses moyens techniques et humains pour assurer une couverture exceptionnelle. Caméras, commentateurs et plateaux d'analyse étaient au rendez-vous pour faire vivre l'événement à tous les Maliens où qu'ils soient. Au-delà de l'aspect sportif, la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta restera une célébration de l'unité nationale. Quelle que soit l'issue du match, une chose est certaine, c'est le Mali qui gagne. Oui, la fête fut belle, vivement la prochaine édition dans un Mali en paix, une jeunesse consciente et responsable de son destin. Nous parlons à présent des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Basé dans le groupe I, les Aigles du Mali jouent ce lundi en terre ghanéenne contre les Black Stars, leaders du groupe avec 16 points, gagné à l'aller à Bamako 2-1. Une revanche pour les Aigles pour se relancer définitivement dans la course Siragatou. Oui, match commando pour les Aigles du Mali ce lundi à Accra face aux Black Stars du Ghana. Le Ghana est premier avec 16 points et le Mali quatrième 12 points. Une victoire des Aigles les ramènerait à 1 point des Ghanéens. L'avant-match Mali-Ghana avec nos envoyés Ghana-Mali, avec nos envoyés spéciaux à Accra, Ari Matina et Sambou Diakiti. Les Black Stars du Ghana sur la route des Aigles du Mali à l'occasion de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe I. L'affiche est des tailles et les protégés du sélectionneur Tom Saint-Fit, après leur brillant succès contre les Comores, sont décidés de défier le Ghana chez lui. On sait à quel point ce match est très très important pour nous et surtout pour la qualification. Et voilà, on sait que Ghana aussi c'est une équipe très très costaud, surtout à domicile. On sait qu'on a notre destin en main. On ne devrait pas compter sur d'autres équipes. Voilà, aujourd'hui, on a tout. Et je pense qu'avec tout le travail qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, si on continue ce chemin, il n'y a rien qui nous empêchera d'avoir la victoire au Ghana. Affronter le leader du groupe devant son public, surtout qui sort d'un nul lors de la 7e journée, 1-1 contre le Tchad en N'Djamena, n'est pas chose aisée. Mais les Aigles sont confiants et sont sûrs de leur force et leur potentiel pour s'imposer en terre ghanéenne. Ghana, c'est une bonne équipe avec beaucoup de qualité. Ils n'ont pas fait le meilleur match au Cachat. Ils veulent revancher et on va jouer là-bas. C'est jamais facile. Mais on a entraîné ici au Berkane notre stratégie. J'ai confiance de mon équipe. On a beaucoup de respect pour Ghana. C'est une grande équipe en Afrique et au monde. Chaque individu du Ghana, ce sont des grands joueurs, mais on a aussi de très bons joueurs et on va préparer une stratégie qu'on pense que c'est le meilleur pour gagner les 3 points. On se rappelle, dans cette campagne éliminatoire, les Aigles avaient été battus à Bamako 2-1 par les Black Stars du Ghana lors de la 3e journée le 6 juin 2024. Et ce jour-là, c'est Eric Sekouchel qui était le sélectionneur national. De nos jours, sous la houlette d'un autre sélectionneur, Tom Saint-Fit, les Aigles revanchards sont hyper motivés pour s'imposer ce lundi afin de garder toutes leurs chances de qualification. Vous pourrez suivre en direct et en intégralité ce match Ghana-Mali sur ORTM 1 à partir de 19h. Toujours dans ce groupe I ce dimanche, les Comores en déplacement sont allés battre la Centrafrique 2-0. Les Comoriens prennent provisoirement la 2e place avec 15 points. Madagascar est 3e avec 13 points. L'autre actualité, c'est l'Afro-Basket des moins de 16 ans Kigali 2025. Cet après-midi, en série garçon, le Mali s'est imposé devant le Maroc 67-54. Les Aiglons enregistrent une 2e victoire. La 3e et dernière sortie du Mali est prévue le 10 septembre face à l'Égypte.
Voilà, merci bien Siragatou. Bonne chance aux Aigles et félicitations à l'équipe de Koulikoro, vainqueur de l'édition 2025 de la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. Voyons à présent l'actualité des FAMA sur les théâtres d'opération. Les forces armées maliennes ont mené dans la nuit du samedi à dimanche une opération avec professionnalisme en neutralisant un véhicule à Indeliman. Le communiqué de l'état-major général des armées qui l'affirme est lu par Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion publique qu'une opération militaire décisive s'est déroulée dans la journée du samedi 6 septembre 2025 aux abords d'Indeliman, situé dans la localité de Tessit. Un véhicule de type pick-up au comportement suspect a été repéré alors qu'il tentait de se dissimuler dans une zone boisée dans l'espoir d'échapper à la vigilance des forces armées maliennes. Fidèles à leur rigueur opérationnelle, les éléments des FAMA ont suivi avec attention la trajectoire du véhicule tout en procédant au recoupement nécessaire afin de confirmer la menace potentielle. Après vérification et sur la base de renseignements corroborés, une frappe aérienne ciblée a été déclenchée, neutralisant le véhicule. L'ampleur de l'explosion consécutive à l'impact atteste de la présence à bord de substances hautement inflammables, vraisemblablement des explosifs ou du carburant, ce qui laisse peu de doute quant à la nature des intentions des occupants. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. Les FAMA demeurent pleinement engagés dans leur mission de sécurisation du territoire national et de lutte implacable contre les terroristes. Et dans la région de Caille, les unités engagées ont détruit plusieurs bastions terroristes, des matériels logistiques réduits en centre. Nous retrouvons Abdoulaye Sako. Le samedi 6 septembre 2025, dans le vaste théâtre d'opération de la région de Caille, les forces armées maliennes ont conduit une offensive d'envergure dans les cercles de Djema et Nyoro du Sahel, marquant un tournant décisif dans la traque des groupes armés terroristes sévissant dans la zone. Placés sous surveillance depuis plusieurs jours, les éléments ennemis ont été ciblés avec précision par les unités engagées. L'opération minutieusement planifiée a permis la destruction de plusieurs bastions terroristes, la neutralisation de nombreux combattants ainsi que la mise hors d'état de nuire d'un important arsenal de guerre. Des quantités significatives de matériel logistique ont été également réduites en cendres. Également, les vecteurs aériens FAMA ont procédé à des frappes dans la journée du 7 septembre 2025 dans les localités de Lakamane, Djongomane, Sei, Kadiel, dans le secteur de Nyoro du Sahel, région de Caille. Plusieurs terroristes ont été neutralisés. Les ratissages se poursuivent avec rigueur et détermination, témoignant de la volonté inébranlable des FAMA de restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans ce contexte, l'état-major général des armées appelle les populations à faire preuve de sérénité, de vigilance et de collaborer activement avec les forces engagées dans cette lutte implacable contre le terrorisme, car c'est dans l'unité et la solidarité que se forge la victoire. Les forces armées maliennes poursuivent les opérations de ratissage. C'est ainsi que dans le secteur de Nyoro, elles ont mis en déroute des terroristes et libéré quelques otages. Pour plus de détails sur cette opération, je vous invite à suivre les explications du chef d'état-major du poste de contrôle tactique avancé de Nyoro, le colonel Gilbert Diarra, et le témoignage d'un otage libéré par les FAMA. Ils sont au micro de notre correspondant Moussa Diakiti. Les groupes terroristes, on va dire coupés de route, ont voulu menacer le trafic sur les axes menant à Nyoro du Sahel. Un terrible événement s'est produit, c'est l'intervention des vecteurs aériens qui a permis d'effectuer des frappes sur plusieurs sites où se trouvaient ces groupes terroristes-là, dont l'endroit où se trouvaient les éléments séquestrés. Donc vers 23h, suite à ces frappes-là, les chauffeurs, les conducteurs, les apprentis et tous ces passagers qui ont été séquestrés, j'allais dire comme ça, il y a quelques jours, et qui ont exprimé leur satisfaction suite aux actions des FAMA. On les a conduits dans leur domicile, accompagnés de la patrouille nocturne. Et nous voulons rassurer la population que l'armée
est dans une posture offensive toujours. Nous sommes là et nous veillons au grain. Vous avez vu ces derniers temps, c'est des patrouilles que nous faisons sortir sur presque tous les axes. Donc nous disons aux gens de vaquer sereinement à leurs occupations. Je pense que les hautes autorités sont à la tâche pour que désormais ces frappes-là soient régulières. Et puis de comment tu m'as cet enlèvement nous avait beaucoup découragés. Nous étions dans 5 véhicules, tous arrêtés. Cette frappe nocturne réalisée par l'avion des FAMA nous a réconfortés. Ça nous a libérés. Nous saluons les FAMA. Vraiment, la satisfaction est détail. Vive les FAMA. Et enfin, ce dimanche 7 septembre 2025, aux environs de 15 heures, un détachement FAMA a surpris les terroristes dans la zone située entre Gouméra et Madina. Un échange de tirs s'en est suivi. Les terroristes, dans leur fuite, ont abandonné un véhicule, des vivres et autres matériels. Comme vous le voyez sur les images, des matériels abandonnés par les terroristes après un échange de tirs ce dimanche 7 septembre 2025 aux environs de 15 heures. Et ensemble, soutenons les FAMA dans cette étape cruciale de la vie de la nation. Le Mali célèbre demain lundi 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation. Le thème national est l'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable. Dans son message à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale évoque plusieurs actions en cours qui traduisent la volonté du gouvernement à réaffirmer son engagement pour l'outil numérique dans les programmes d'alphabétisation. Les grandes lignes du discours de Dr Amadou Sissavané avec Batraouri. L'outil numérique est au cœur de la célébration de l'édition 2025 de la journée de l'alphabétisation. L'événement est célébré au Mali sous le thème « L'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable ». Et au plan international, l'alphabétisation à l'ère numérique. Ces deux thèmes traduisent la volonté d'intégrer les compétences numériques dans les programmes d'alphabétisation afin de garantir un accès équitable de tous à l'information et à l'économie numérique. Le choix du thème traduit notre volonté de mettre l'accent sur la transformation profonde qu'impose l'ère numérique. Aujourd'hui, maîtriser la lecture, l'écriture et le calcul ne suffisent plus. Il est devenu impératif d'acquérir aussi les compétences numériques de base pour participer pleinement à la vie économique, sociale et citoyenne. L'alphabétisation numérique ouvre des perspectives à la fois nouvelles et solides. Elle facilite l'accès à l'information et au savoir. Elle favorise l'inclusion sociale et économique. Elle renforce l'autonomie des femmes et des jeunes. Elle contribue à bâtir une société plus juste, plus équitable et tournée vers l'avenir. La mise en place du portail de l'éducation et bien d'autres actions en projet constituent des avancées dans la digitalisation du secteur éducatif au Mali et surtout dans l'alphabétisation. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, réaffirme son engagement à renforcer les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, à intégrer davantage les outils numériques dans les dispositifs d'enseignement et d'apprentissage, à développer des partenariats solides pour doter nos communautés d'infrastructures et de ressources adaptées, à encourager l'innovation afin de faire de l'alphabétisation numérique un levier de développement durable.
Aussi, le ministre Amadou Sy Savané demande des efforts de tous les acteurs de l'éducation pour la poursuite de la numérisation du monde de l'alphabétisation. Et la cérémonie d'ouverture de cette journée est prévue demain lundi au Centre international des conférences de Bamako. La réalisation de périmètres pastoraux, l'insémination de plus de 70 000 vaches et plus de 1000 chèvres, l'amélioration du ratio alimentaire, la signature de protocoles d'accord de transhumance inter-État avec certains pays voisins, ce sont là quelques acquis du ministère en charge de l'élevage et de la pêche pendant les 5 années du président de la transition, le général Assimi Goïta à la tête du Mali. Des acquis qui en appellent d'autres, c'est ce que nous dit Mohamed Kayantao. Dans les soucis de donner à la transition ses lettres de noblesse, le ministère de l'élevage et de la pêche à sa tête, Youbaba, n'a jamais lésiné sur les moyens. Les réalisations effectuées au cours des 5 dernières années, 2021-2025, en sont une parfaite illustration. Ce sont des réalisations allant de la modernisation des filières animales et halieutiques à la promotion de la recherche et de la résilience des acteurs en passant par l'amélioration des infrastructures et de la sécurisation des ressources. Ainsi, les réformes institutionnelles et la gouvernance ont permis au ministère de l'élevage et de la pêche de procéder en avril 2022 à Conakry, dans la capitale guinéenne, à la signature d'un protocole d'accord de transhumance inter-État pour une transhumance apaisée entre les deux pays. Ce protocole d'accord est une phase de lecture de commun accord entre le Mali et la Guinée suite à l'interdiction par les autorités guinéennes de la transhumance inter-État sur leur territoire en 2024. À Nouakchott, dans la capitale mauritanienne, il y a eu la signature en octobre 2022 d'un accord de coopération dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et d'un protocole d'accord relatif à l'opérationnalisation du comité de coordination chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord de coopération dans le domaine de la santé et des productions ainsi que des industries animales entre le Mali et la Mauritanie. Le ministre Youbaba a également signé en mai 2025 à Brasilia un protocole sanitaire entre le Brésil et le Mali, ce qui devra permettre de faciliter les échanges d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de technologies vétérinaires entre les deux pays. Quant aux infrastructures et équipements, l'on note la réalisation de 3 périmètres pastoraux, de 41 systèmes d'hydraulique pastorale améliorés, 4 puits pastoraux et 10 aires d'abattage équipées. À ceci s'ajoute le balisage de 614 km de pistes de transhumance, la création de 6 forages pastoraux et la réservation de 150 000 hectares pour l'aménagement pastoral à l'Office du Niger. Dans la même vision, le département a procédé à la distribution de plus de 375 000 kg de semences fourragères, la restauration de près de 11 600 hectares de bourgoutières et l'insémination d'environ 70 000 vaches et plus de 1000 chèvres. Pour ce qui concerne le renforcement des capacités et la résilience, 4 interprofessions bétail-viande, lait, aviculture et poissons ont été créées. Plus de 5 000 ménages vulnérables ont été appuyés, 1550 AGR et 1216 micro-projets, dont 88% portés par des femmes, ont été également financés et suivis. Le ministère de l'élevage et de la pêche n'a pas également négligé la recherche scientifique. Le sous-secteur élevage et pêche a servi de cadre pour des études sur l'adaptation du dromadaire et l'amélioration de la production laitière, ce qui a abouti à un gain de 18% de production de lait, l'amélioration des rations alimentaires ayant entraîné une hausse allant de 66 à 127% de la production laitière bovine. Les recherches ont porté aussi sur les plantes médicinales appliquées à la volaille, le développement d'aliments locaux et le suivi de la dynamique de la pêche dans le delta intérieur du Niger. Pourtant, des difficultés ont entravé le bon déroulement de certaines activités. Ce sont des difficultés relatives à l'insuffisance des ressources humaines spécialisées et de laboratoires équipés, à la dégradation des bourgoutières, aux feux de brousse
et aux impacts des changements climatiques. D'autres difficultés non moins importantes sont à signaler, à savoir le coût élevé et la faible disponibilité des intrants d'élevage, de pêche et des équipements vétérinaires, les conflits fonciers entre les acteurs et le faible financement des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. La faible intégration de la recherche dans les projets et l'insécurité dans les zones d'intervention des projets et programmes ont été des contraintes ayant empêché la mise en œuvre de certaines actions. Dans les années à venir, le ministre Youbaba et son équipe fondent l'espoir sur la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien, la création de périmètres fourragers irrigués dans la zone office du Niger et la poursuite de la subvention des intrants d'élevage et de pêche, la sécurisation et le balisage des pistes et périmètres pastoraux, la relecture des textes sur la police sanitaire au Mali, l'adoption des textes sur la santé publique vétérinaire et sur les indemnisations en cas d'assurance agricole, l'élaboration de la politique nationale de santé animale et de santé publique vétérinaire font également partie des perspectives du département. Et toutes ces initiatives visent à assurer l'autosuffisance alimentaire. Cela passe par une bonne campagne agricole adossée à une excellente pluviométrie. À ce stade, la physionomie des champs est rassurante. C'est en tout cas le constat de la mission de la Direction nationale de l'agriculture dans la région de Kita. La délégation a rencontré les producteurs et échangé avec les autorités régionales. Le reportage de Mahamadi Alioubari. Cette mission était venue s'enquérir de l'état d'évolution de la campagne agricole 2025 dans la région de Kita. Elle a ainsi échangé avec les acteurs et producteurs sur la gestion des intrants agricoles subventionnés et le bon démarrage de la saison des pluies. Le premier constat est que l'état des cultures est rassurant. Dieu merci, le maïs promet et attire assez de visiteurs. Nous sommes aussi vigilants quant aux attaques des insectes. L'engrais subventionné est quand même arrivé. C'est le manque de matériel de production qui demeure un problème. Je récolte entre 15 et 20 sacs. À côté, je produis de l'osaï et du gombo. Votre arrivée nous soulage beaucoup. La délégation a pu constater cela de visu en visitant les champs de maïs et de riz de Salia Balo et Issou Tungara à Djalaya. À Tumundoto, l'association Ankobara cultive bien du riz et de l'arachide. Mamadou Keita de Komi avec plus de 4 hectares de riz. Dieu merci, j'ai cultivé 4 variétés sur les 4 hectares 5. Des variétés très rentables selon nos formations reçues de l'ADRS. Chaque année, on produit plus de 200 sacs, mais cette année, nous attendons 250 sacs. On se rend compte que globalement, les cultures vraiment se prêtent bien. Mais si on prend la synthèse des réalisations, on trouve que déjà en 1000 sorgho, maïs, riz, fonio, nous avons atteint les objectifs assignés. Pour cette campagne 2025 dans la région de Kita, plus de 540 000 hectares de terre ont été emblavés pour une production prévisionnelle de 463 744 tonnes pour toute spéculation confondue. Des stations d'essence, des points de vente qui poussent comme des champignons dans la capitale. Certains sont contigus à des maisons d'habitation. Les textes qui régissent l'implantation de ces stations datent de plus de 3 décennies. Ces derniers temps, on assiste à des incendies au niveau de ces stations causant des victimes. Ce fut le cas il y a 2 semaines à Djelibougou-Doumanzana où une personne a perdu la vie. Pour situer les responsabilités et tirer la sonnette d'alarme, la rédaction s'est intéressée au sujet. C'est une réalisation de Seydou Traori. À moins de 30 mètres du lycée Philidabo Sissoko et à 10 mètres d'une habitation, le point de vente, le carburant Goutte d'Or, s'est transformé en un entrepôt de véhicules calcinés. Il s'agit là des conséquences de l'incendie survenu le lundi 25 août aux environs de 19h, lorsque le point de vente d'essence a pris feu. Le bilan fait état d'engins
hors d'usage et d'un agent de lavage décédé. Nous sommes à Doumanzana, en commune 1 du district de Bamako. Aucune cause exacte de l'incendie n'a encore été déterminée. 19h30, Ce que je sais de l'incident, aux environs de 19h30, je suis venu trouver que le feu a pris les lieux. Malheureusement, tout mon véhicule a été brûlé. Les sapeurs-pompiers sont venus, on les a aidés à éteindre le feu. Après l'extinction du feu, nous avons trouvé que l'agent du service de lavage a succombé. On n'a pas de préférence sur l'incendie survenu dans ce point de vente, car ce n'est pas un lieu où on doit installer le point de vente au milieu des concessions. Regardez bien le dégât. Si ça débordait au-delà, nous pouvons tous être des victimes. Ce jour, toute la famille a fui le domicile. Il faudrait que les textes soient respectés. Un point de vente d'essence ne doit pas cohabiter avec les populations. Ils sont pourtant nombreux dans notre environnement. Mon véhicule était stationné dans le point de vente. J'ai brisé les vitres du véhicule avec ma main et avec l'aide des bonnes volontés, j'ai pu sauver ma voiture. Nous demandons à nos autorités de revoir le cas des stations d'essence installées au sein des communautés. Le drame qui a coûté la vie à un citoyen relance aujourd'hui le débat sur l'implantation des points de vente de carburant dans les zones résidentielles. À Bamako, comme dans les capitales régionales, les points de vente de carburant poussent comme des champignons au point qu'il est difficile de parcourir 500 mètres sans en apercevoir. Ce phénomène constitue pour beaucoup de citoyens un réel problème de sécurité. Qui autorise d'abord ce genre de choses-là? Parce que d'abord c'est un danger pour l'environnement, un gros danger. Les mesures de sécurité, il n'y en a pas d'extincteurs au cas de départ de feu. D'abord, ça devient un danger. Là où on est là, dans un quartier comme ACU 2000, là, bon, ça n'a pas trop d'utilité ici en fait. Parce que les gens, tout le monde, bon, ici c'est aisé, donc les gens préfèrent aller voir dans les stations que les gens de petits kiosques d'essence là, parce que ça ne marche pas ici trop. Ces points de vente de carburant ont leur intérêt, car ils ont moins de risques que l'essence vendue dans les bouteilles. Mais des mesures doivent être prises pour les éloigner des domiciles. Je vois peu de risques parce qu'ils chargent le dépôt tard dans la nuit. En ce moment, beaucoup sont couchés. Pourtant, les clients de ces points de vente n'ont généralement pas le choix. L'essence que j'achète dans ces lieux dure beaucoup, même qualité que les grandes stations. Le prix des litres varie 750-700 francs CFA. Je suis un fidèle de ces points de vente. Je ne vois pas de mal. Je n'ai jamais pris de carburant dans ces mini-stations. J'ai toujours pensé qu'ils ne vendent pas de bons carburants ou ils trichent. Qu'ils soient situés à côté des domiciles, les responsabilités sont partagées. Si certains habitants tentent parfois d'empêcher leur installation, les textes sont cependant très clairs. Le texte législatif, c'est l'arrêté interministériel 1560 du 15 mai 1990 qui régit les points de vente fixes et mobiles, donc qui autorise la mairie, les autorités municipales à délivrer des autorisations d'occupation du domaine public qui sont assujetties a priori à une demande formulée par celui-là qui veut implanter un point de vente. La demande qui est arrivée au niveau de l'administration communale, il y a des services techniques à disposition. Donc on les impute, il y a les services de l'urbanisme qui est là, il y a les services de l'assainissement qui est là. Ensuite il y a les services, il y a une cellule de la direction urbaine pour le bon ordre et la protection de l'environnement, la DUBOP, qui font tous leurs constats. C'est après ça qu'un bordereau est fait et envoyé au niveau de la police qui fait ses enquêtes. Donc c'est suite à la compilation de tous ces rapports que le président de l'organe exécutif, qui est le maire,
délivre une autorisation d'occupation du domaine public. Les promoteurs et les pompistes concernés n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet. Malgré la réglementation du secteur en vigueur, force est de constater que beaucoup de ces points de vente de carburant gênent la circulation et obstruent les voies d'évacuation des eaux usées. Le dossier culture nous amène ce soir dans le Mali profond et précisément dans la ville de Niafungé, dans la région de Tombouctou. Ce cercle est un véritable symbole de cohésion sociale basé sur la culture et les traditions, des valeurs qui demeurent malgré l'évolution démographique et historique. Parmi celles-ci, nous avons la place d'Anguéré, ou le bord du fleuve réputé pour ses multiples missions que sont la résolution des conflits, la célébration des mariages et baptêmes et des prises des grandes décisions sous l'arbre à Palaba. Najim Baba Sissé est allé à la rencontre de certains grands témoins qui ont vu naître la ville de Niafungé. Je vous invite à cette immersion. Créé en 1905, Niafunké, également appelé Niafouidje, c'est-à-dire les enfants d'une même mère, est un cercle de la région de Tombouctou traversé par le fleuve Niger. Avec une population cosmopolite estimée à plus de 62 000 habitants, Niafunké est un véritable creuset culturel. Toutes les ethnies du Mali y sont représentées. Ici, ce n'est pas le nom de famille qui fait l'ethnie, mais c'est l'activité qui fait l'ethnie. À Niafunké, quand vous allez prendre quelqu'un à travers son nom de famille pour essayer de lui coller une ethnie, vous risquez de vous tromper. Parce que les gens sont vraiment interconnectés. Et ceux-là qui sont majoritaires ici, qui sont les Tunkara, qui font cette activité de Bozo, qui sont les Bozo, tout le monde sait que c'est des Sarakolés. Carrefour de la pêche, du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture, Niafunké c'est aussi Danguéré, une place historique située au bord du fleuve. Sous ces grands arbres à palabres, tous ces règles, conflits, mariages, baptêmes, ainsi que les grands événements de la ville, sous l'autorité du chef de village. Ce qui a beaucoup contribué à notre cohésion ici à Niafunké est que nous avons trouvé nos parents ainsi. Ils n'épargnaient pas, ils partageaient tout ce qu'ils avaient avec leurs proches. Et chacun avait une place bien déterminée dans la ville. Les habitants qui rendaient visite aux pêcheurs bénéficiaient gratuitement de leur générosité en emportant du poisson. Les pêcheurs aussi se rendaient chez eux du lait ou du riz. C'était vraiment la solidarité entre les communautés. Ici à Danguéré, jusqu'à nos jours, nous sommes attachés à une tradition. Tous les quartiers se retrouvent ici le jour de fête pour manger ensemble. Dans notre cohabitation, nous ne connaissons ni la police ni la gendarmerie. Tous nos différends se gèrent ici, à cette place publique. Chacun s'extériorise et nous nous excusons. C'est fini. Avant, la pêche était très fructueuse, particulièrement avec la sécheresse de 1973. Nous sommes devenus les hôtes des autres communautés. Tout le monde nous rejoignait pour chercher du poisson. Cela a renforcé davantage nos liens sociaux. Malgré la diversité ethnique et les différences d'occupation, les Niafunkois sont très soudés. Chacun contribue à son niveau au renforcement de la cohésion sociale. Les hommes de caste en particulier jouent un rôle essentiel de médiation et d'apaisement des tensions. Dès qu'on apprenne une mésentente entre telle ou telle personne ou entre deux familles, nous partons faire la médiation et la plupart du temps, nous réussirons à les réconcilier sans que personne ne nous envoie. C'est une de nos missions dans la ville. Penda Sidibé, une octogénaire résidant au quartier Djoulabougou, parle une quinzaine de langues. Elle incarne une intégration harmonieuse et durable. À l'origine de Niafunké, c'était d'abord les Tamashek. Ensuite sont venus les Pels, les Bambara, les Bozo, les Dogons et les Soré. Mais ici, au quartier Djoulabougou, c'était surtout les Dogons et les Bambara qui étaient les premiers habitants.
Aujourd'hui, il y a toutes les ethnies qui ont vécu dans une parfaite cohésion, toutes choses qui continuent jusqu'à nos jours. Généralement, les jours de fête, toutes les familles partent manger chez les personnes les plus âgées des familles. Ici, dans notre culture, on ne dit pas le soirée ou bien on ne dit pas le tamashek, c'est mon soirée, mon tamashek, mon dogon, mon peul, mon forgeron. Il m'appartient à moi. Et tant que nous allons garder ça, et tant que nous allons préserver ça, je pense que les liens seront sauvegardés. Dans cette dynamique de cohésion, les médias locaux jouent un rôle capital. C'est le cas de Radio Issaber, première radio de proximité dans la commune de Sobundu, qui anime notamment Nyadia Tere, une émission de sensibilisation très suivie. Elle donne la parole à tout le monde, aux éleveurs, aux paysans, aux bozos qui sont les pêcheurs, aux artisans, et avec beaucoup plus d'engouement que chacun dise ses valeurs culturelles, que chacun défende également ses us, ses coutumes, ses mœurs. Dans un contexte de valorisation culturelle, les autorités locales de Niafunké s'engagent pleinement pour réussir l'année de la culture. La semaine locale à Niafunké a été une ferveur, non seulement pour l'ensemble de la population de Niafunké. Donc ça a été quand même une union où on a véhiculé le message de paix et de la cohésion sociale. Ils avaient, avec la crise multidimensionnelle que le Mali avait connue, on avait tendance à oublier un peu la culture. Le cercle de Niafunké peut se targuer de cette richesse socio-culturelle inestimable qui fait de lui l'un des cercles les plus stables et enviés du Mali. Et oui, des pratiques à conserver jalousement afin que la jeunesse ne se perde. Massa Daoula Traoré, roi du Kénédougou au 19e siècle. Le royaume a atteint son apogée sous son règne. Son règne a d'ailleurs posé les bases de la résistance anticoloniale. À la faveur de la célébration de l'année de la culture, nous vous présentons quelques-uns de son héritage qu'il a légué à la région de Sikasso, des objets précieux et des sites pleins de mystères qu'il convient de préserver et de sauvegarder pour les futures générations. Un tour dans la première capitale du royaume sénoufort du Kénédougou, c'est avec le RTM Sikasso, Sekou Konaté, Yourubala Diabaté et Suleiman Bamba. Bougoula-Hamo, c'est cette bourgade d'hier, située à une demi-douzaine de kilomètres du centre-ville, devenue quartier administratif depuis quelques années. Il est la première capitale du royaume sénoufo du Kénédougou. C'était sous le règne de Massa Daoula Traoré, fondateur du royaume et père de Thiéba et de Babemba. Il décède en 1860. Ses successeurs Daouda et Ngolo Kounanfan maintiennent la capitale à Bougoula. À l'arrivée de Thiéba à la tête du royaume, la capitale est transférée à Sikasso, laissant à Bougoula-Hamo des témoins silencieux de l'histoire du royaume. Premier boy, c'est tout le monde kono. Kajurundo adafe. Ni tasma blara be mene. Be mo chama yerbo kalama. No o tara keledar no jomune. No nana. Jon so mo dunila. Ni ya ka jomne negay. Voilà, c'est me duet e boy c'est ndo ngona yati. Tizika bola. Borotala bon aduto fana ni mita. Dadoulal Koumado. Songono la de la fin chama be. Bon, antina sran chama nyema dugura mogonye. Aka keleke menem chama be. No e tama anaka falo ya mi lakana. Anaka su dala joloko ani su keleke. Anaka bon yiri porte le bara. Bina yelma watimna rasro anyo boka bla konnara. À la question du transfert de ces objets au musée régional, les gardiens ont leur raison.
À côté de ces objets précieux, la vieille capitale du Kénédougou renferme plein d'autres sites chargés de mystères. Au nombre de ceux-ci, on peut citer les lits de 2 marigots, Koflabin et la forêt Sientou. Tant de mots qu'on a blanc en faura, faut qu'on a c'est en Roma. Ou le y en a dans la clé. Ni ça me donne la sira, au bé chef farnion quand on a la dans la clé. Ça me hérèbe c'est la sortie, on a sans coup c'est la nourriture tourne. Ah ni toi rock ni la dans clé à tourment. Boulaga bep molangali. Son ken ko fait, la yini chama beker. Ni nana ka ne ka hadu fo. Oh ega la yini mi no fo na nyana. Essaye femi fana. Ebo la kan kana uji amino la dala clé nya yiri tigale ante mo gara na jare na tige ni ya tige ka tana ni min na yora o te ni mo je ko fulani masa dawla sigiyo na be akko fulani nyon chema ka sababu ke dugu damina ta ni yoro ni la amar fa yalla mani sira kana jigi musokoroba do kan ka ke dunso e ka dunso yake ka gura dugu sigi sababu ni ko fulani fle ko fulani jite do nyona ama foko kofla be ama foko mi jinya genno baba fo mako guruni ni mi enie ama demsenu ba foko koba ama fo baba ko ya boni ni ji kona ni gurun ji kona koba tanye koba jibe jo ni koba ji kona gurun tanye gurun jibe yele koti sanfɛ koba jibe keta fo ji fa meta ba bo aji fla fla nyon kere fe al sisa jinnu te kuru nyona il bara chogo na deux blimay deux gemay mo bina dafal ta yoro la do bina son kara aya o kon bina chamba ke anti bo blam ko nyako ke ina na ne ka hamira aman bo mina ibne lankali. Des conservateurs des objets anciens et précieux aux gardiens des sites sacrés, tous saluent la décision présidentielle de faire de l'année 2025 celle de la culture et souhaitent des actions dynamiques pour la préservation de ces biens culturels. Un mot sur l'éducation avec la clôture des journées d'animation pédagogique. C'était une initiative de l'inspection pédagogique régionale de l'enseignement secondaire de Koulikoro. Elles ont concerné les enseignants de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel. Ces journées pédagogiques ont permis aux participants d'acquérir des connaissances nécessaires qui faciliteront l'application efficiente des programmes de l'approche par compétences dans les écoles, surtout à quelques semaines de la rentrée scolaire. Le commentaire de Bemba Sibi. Une cinquantaine d'enseignants du secondaire général, technique et professionnel ont été formés sur l'APC, l'approche par compétences. Ceci à la faveur des journées pédagogiques organisées par l'inspection pédagogique régionale de Koulikoro. Pendant 5 jours, plusieurs thématiques liées au sujet ont été développées par les formateurs au profit de ces auditeurs. 4 modules ont été abordés. Les exposés ont été suivis de débats fructueux et les plénières très enrichissantes à travers des séances de simulation, de la présentation de la fiche de séquence. Ces journées d'animation pédagogique ont permis de montrer l'importance de l'approche par compétence. Si vous avez été choisi pour enseigner nos enfants, c'est que vous avez de la compétence. Et la compétence ne peut pas être figée, c'est-à-dire qu'un enseignant doit toujours aller à la recherche de sa compétence pour le bonheur de nos apprenants. Le parrain de cette édition et le sous-préfet de Baguineda se sont réjouis de cette initiative. Ils prônent sa pérennisation. Pour faire du Mali un des pays les plus en vie de l'Afrique et du monde, il faut des enseignants bien outillés de produire des cadres valables. C'est pourquoi cette session de formation est d'une importance capitale. Des expériences ont été partagées, un savoir a été retenu et ce savoir, nous demandons de mettre ce savoir à la disposition de ceux-là qui n'ont pas eu la chance
d'être à cette session de formation et également que ça puisse servir à l'ensemble des élèves du Mali. Le sous-préfet de Bagneda a aussi invité les participants à l'application stricte des connaissances acquises. La session de renforcement de capacité a été sanctionnée par la remise d'attestations de participation aux auditeurs et des reconnaissances à certaines personnalités qui œuvrent pour l'essor de l'éducation. Dans la même dynamique, la coordinatrice de l'IPRES a reçu un Chiwara. Voilà, au plaisir de te retrouver, Siragatou. Oui, le plaisir est partagé. On reparle encore de la super coupe du général Assimi Goïta, président de la transition. C'est le premier ministre qui a présidé la finale. Le général Maïga a salué l'esprit de cette compétition, Siragatou. Oui, c'était l'événement du jour. Vous avez suivi la finale sur cette même antenne. L'équipe de Kouligoro avait disposé de celle de Mopti à la séance des tirs au but 5-3. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'un but partout. On se rappelle que Kouligoro avait remporté la 4e édition. Alors, une erreur nous a fait diffuser l'interview que le Premier ministre nous a accordée au lancement de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta le 15 août dernier. À présent, je vous invite à suivre son interview après le sacre de l'équipe de Koulikoro. Pour le Premier ministre qui a présidé la finale, ce tournoi illustre la vitalité de la jeunesse, une jeunesse toujours mobilisée pour faire face à la désinformation. Pour le général de division Abdoulaye Maïga, le sport véhicule plusieurs valeurs. On l'écoute au micro de Mamari Koné et Aliou Touré du bureau de presse de la primature. Je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, féliciter l'équipe vainqueur, qui est l'équipe de Koulikoro, qui remporte pour la 2e fois d'affilée la super coupe de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Vous l'avez dit, effectivement, l'équipe de Mopti n'a pas démérité, mais il est également important de rappeler que l'équipe de Mopti, tout comme l'équipe de Koulikoro également, ont déjà eu à remporter cette super coupe de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Donc bravo à l'équipe du Koulikoro, comme je dis, qui remporte pour la 2e fois d'affilée la coupe. Donc la coupe reste à Koulikoro. Ceci dit, je voudrais au nom du chef de l'État féliciter l'ensemble des équipes qui ont pris part à ce tournoi extrêmement important pour la vie et la cohésion dans notre pays. Il est important également de souligner que, en tout cas, ce tournoi illustre à juste titre la vitalité de la jeunesse malienne. Une jeunesse qui constitue le fer de lance de la refondation de notre pays. Une jeunesse sur laquelle son Excellence le général d'armée Assimi Goïta fonde énormément d'espoir. Une jeunesse qui est toujours restée mobilisée chaque fois que cela leur a été demandé pour faire face justement à la désinformation, être mobilisé contre les différentes menaces auxquelles notre pays est confronté. Je voudrais également rappeler que les équipes qui ont participé à ce tournoi ont eu l'occasion de promouvoir les valeurs de fraternité, les valeurs de fair play. À ceci, bien entendu, je voudrais également associer les équipes, bien entendu, en tout cas tout le public sportif. Je pense aux supporters. Je voudrais souligner, en tout cas profiter de cette occasion pour rappeler que le sport véhicule énormément de valeurs. Et parmi ces valeurs, nous savons, c'est le renforcement de la cohésion nationale. Et cette dernière valeur, pour un pays comme le Mali, bien entendu, a énormément de signification. Nous avons connu une crise multidimensionnelle depuis 2012. On le sait également que les plus hautes autorités ne ménagent aucun effort pour faire face à la situation sécuritaire, pour éradiquer définitivement le terrorisme dans notre pays. Et ceci commence d'abord et avant tout par le renforcement de la cohésion nationale. À ceci s'ajoutent également les efforts immenses déployés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, auxquelles je voudrais également transmettre les remerciements et les félicitations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées.
Ce tournoi extrêmement important pour la vie de notre pays aujourd'hui arrive à son terme. Je voudrais transmettre les chaleureuses félicitations du chef de l'État à la commission d'organisation, également au ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour la première fois, nous l'avons dit, l'ensemble des régions administratives de notre pays ont participé à la super coupe du chef de l'État et ceci montre à suffisance le professionnalisme et l'abnégation de la Commission nationale d'organisation. La fête a été très belle. En tout cas, nous souhaitons, nous prions le bon Dieu que les équipes puissent rentrer sains et saufs. Voilà, toutes nos excuses pour cette erreur. Merci beaucoup, Siragatou Cissé. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Respect à nos femmes sur les théâtres d'opération. Bonsoir.